Merci Boubou Mabel. Je crois que tout d'abord, il faut croire aux autorités nigériennes. Parce que nous, en ce qui concerne la France, rien ne nous surprend. La guerre de la France, cette guerre injuste et illégitime, arbitraire que la France déclare aux États africains, elle n'est plus cachée. Vous vous souvenez très bien, pour le cas du Mali, nous avons posé une plainte au Conseil de sécurité contre la France. Nous avons des preuves. Nous avons des preuves de son implication dans les terroristes, son soutien aux terroristes, sa participation même au combat et à la guerre contre notre pays, sa participation aux attaques et aux agressions contre nos populations, contre nos ressources et contre notre pays. Ils n'ont pas eu la sagesse d'écouter au sein d'un conseil extraordinaire la version malienne, parce que tout simplement, elle est vraie, elle est vérifiable. Alors aujourd'hui, nous avons vécu tous ces par lesquels le Niger est en train de passer. D'abord les menaces, les invectives, les injonctions, les chantages, les décisions et sanctions illégales, illégitimes, inhumaines du syndicat des chefs d'État de la CEDEAO, qui n'est plus un chef d'État africain, qui n'est plus un syndicat panafricain, encore moins répondant au nom des peuples. Nous sommes passés par là et c'est cette situation que le Niger vit. Alors, si le Niger dit qu'il a les preuves, effectivement, que la France a attaqué une garnison, un camp nigérien, c'est que c'est vrai. Je crois aux Nigériens. Et la preuve pour laquelle je crois aux Nigériens, c'est que dans le communiqué français, eux-mêmes, ils ont reconnu. Ils ont reconnu qu'il y a eu atterrissage. Oui, ils ont reconnu qu'il y a eu atterrissage. Maintenant, pour justifier, parce que l'atterrissage ne peut pas se cacher, l'avion il a été vu par tout le monde à un moment où les frontières étaient fermées. Donc, pour justifier leur atterrissage, ils disent que c'était coordonné avec les frères nigériens. Et moi, je suis convaincu que si c'était coordonné, les Niger, tout comme le Mali, nous sommes des peuples avec une grande dignité. Nous respectons nos paroles. Si c'était coordonné, le Niger allait dire et assumer que c'était coordonné. Donc déjà, jusqu'à présent, la France a encore des difficultés à donner des éléments pour vraiment justifier qu'elle a raison. Donc moi, je crois au Niger. Et je pense que la France doit comprendre aujourd'hui que les peuples africains ne sont plus ces peuples-là qu'on peut complexer, auxquels on peut faire peur. Nous sommes dans une guerre. Nous sommes dans une guerre de libération du Mali, du Niger, du Burkina, de la Guinée et de toute l'Afrique. Il faut que la France comprenne ça une fois pour toutes. Il y va de son terrain, de son intérêt et de l'intérêt des Français. En parlant d'intérêt, aujourd'hui, quand la France menace de nous attaquer, il faut que la France comprenne qu'aujourd'hui, les Africains ne sont plus les Africains d'antan. Cette assertion selon laquelle les États n'ont pas d'intérêt, n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts, nous l'avons aujourd'hui comprise plus que la France qui en est le principal auteur. Il n'y a pas d'amitié, chacun défend ses intérêts. Et les intérêts aujourd'hui se concilient avec les intérêts d'autres. Si la France pense aujourd'hui qu'elle va faire peur aux Africains à cause de ses avions, à cause de ses ogives, elle se trompe. Parce que l'intérêt africain aujourd'hui peut être concilié avec l'intérêt d'autres plus puissants que la France. Oui, ça c'est vrai. Parce que c'est une question de défense d'intérêts communs. Aujourd'hui, le Mali, le Niger, nous savons avec qui nous avons des intérêts communs. De la même manière, la France sait avec qui elle a des intérêts communs. Elle pense qu'elle a un peuple africain, comme elle a l'habitude de le faire, un peuple africain isolé, totalement en autarcie, qu'on peut menacer. Non, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous avons la plénitude de notre politique, de notre diplomatie et de notre coopération bilatérale et multilatérale. Donc la France doit comprendre qu'on ne peut pas nous faire chanter. Si elle pense qu'elle a des avions, nous en avons. Si elle pense qu'elle a des choses que nous n'avons pas, nous avons assez d'intelligence, d'initiative et de courage pour concilier nos intérêts avec les intérêts des autres. Alors, gare à la France, si tu as des moyens, nous allons amener les ogives nucléaires de la Russie là pour te botter. Il faut qu'il reste tranquille. Les ogives nucléaires au nom de l'intérêt général partagé avec la Russie, au nom de l'intérêt partagé avec la Chine, au nom de l'intérêt partagé avec les autres, tout ce que nous avons, nous allons l'avoir avec eux parce que tout simplement, ils ont intérêt avec nous et nous avons intérêt avec eux. Et c'est sincère, ce qui est différent de la collaboration avec la France
où il n'y a pas de sincérité, il n'y a pas d'intérêt partagé, il n'y a pas de coopération gagnant-gagnant. Il faut que la France comprenne ça. On ne peut plus nous intimider. Ce que vous avez pour nous attaquer, si nous en avons, on a l'intelligence et les moyens d'échange et de discussion pour nous l'approprier en moins de 48 heures. Donc, gare à la France si elle fait le jeu d'engager une guerre contre le Niger. Elle aura déclaré une troisième guerre mondiale à laquelle elle sera la plus grande perdante. Parce que le soutien dont elle a bénéficié par le passé, par les Africains, il ne sera plus là au rendez-vous. Il faut que la France se souvienne que par le passé, c'est les Africains qui l'ont défendu. Alors, elle a intérêt à ne pas allumer un feu sous lequel elle-même, elle ne pourra pas tenir. Parce qu'elle n'aura pas les bras valides, les mains fortes des Africains. La France les aura pris. Nous allons les utiliser pour nous-mêmes. Les ogives des autres seront les nôtres au nom de l'intérêt général. Alors que la France se calme un peu, qu'elle soit plus sage, que Macron se ressaisisse, qu'il soit ce qu'il est, qu'il reste ce qu'il est. Et qu'il ait pitié d'abord des Français eux-mêmes. La population française qui est au bout du gouffre. Oui. Nous suivons des amis français aujourd'hui qui dénoncent tous les jours cette politique cavalière, aventuriste, de Macron et des multinationales au nom desquelles ils parlent et qui l'ont placé là-bas. Il est temps qu'ils se ressaisissent. L'autre aspect de la guerre de la menace sur le Niger, c'est malheureux, c'est le comportement de certains de nos frères africains. Certains chefs d'État africains. Oui. J'ai vu le Sénégal, Madame la ministre sénégalaise, je crois qu'elle est même jumelle à la ministre française. Est-ce qu'ils n'ont pas les mêmes parents? Parce que quand elle parle, j'ai l'impression qu'elle n'est pas africaine. Je crois qu'elle est jumelle avec la ministre française. Ils ont un parent commun quelque part. Ça reste à voir. En tout cas, son comportement ne dit pas qu'elle est africaine ou sénégalaise. Quand je la vois dire aujourd'hui qu'elle justifie, elle donne des arguments pour justifier une agression sur le Niger, j'ai honte. J'ai honte à sa place. Parce qu'elle doit se regarder. Moi, je l'appelle comme ça. La ministre sénégalaise, comme je appelle d'autres. Je l'appelle à se regarder dans le miroir et à répéter les propos méchants qu'elle a tenus contre le Niger. Elle se posait une question. Qui elle va attaquer? Elle va attaquer un Nigérien dont le sang coule dans ses veines? Un Africain dont le sang coule dans ses veines? Mais quelle lâcheté, quelle ingratitude. Je l'invite à regarder dans le miroir et à penser ça. Au nom de qui? Pour quel intérêt? En tout cas, pas pour l'intérêt sénégalais. Le deuxième, c'est le chef d'état-major de la Côte d'Ivoire. Nos frères Djoula, qui ne sont pas différents des Bambara, qui ne sont pas différents de toutes les ethnies qui sont là au Mali. Quand le chef d'état-major de la Côte d'Ivoire dit qu'il est prêt à attaquer, je l'invite aussi à se regarder dans le miroir et de se poser une question. Tu vas attaquer qui? Tu vas aller t'attaquer toi-même au nom de qui et au nom de quel intérêt? Quelle honte pour l'histoire. Oui. Tu vas attaquer le Niger? Le Niger, le sang nigérien coule dans tes veines et vice-versa? Vous savez, j'ai honte quand je les écoute. J'ai honte quand je les écoute. Et je félicite ceux qui ont eu le courage malgré tout, parmi certains chefs d'État et parmi certains peuples, de dire que jamais nous n'attaquerons le Niger. Jamais un Africain ne versera le sang d'un Africain. Je félicite tout d'abord notre cher pays, le Mali. Je félicite le Burkina. Je félicite la Guinée, qui en plus de ne pas s'engager dans cette aventure, ont promis soutien. Le Niger est agressé. Nous considérons que nous sommes agressés et que nous sommes dans une légitime défense. Soyons-en fiers. Et à la suite de cela, nous avons entendu l'Algérie. Nous avons entendu le Tchad. Oui. Nous avons entendu le Libéria. Nous avons entendu des peuples qui se sont exprimés. Nous avons entendu la Mauritanie, plus ou moins. Plus ou moins, oui. Nous avons entendu des peuples et des parlements tels que le Sénat nigérien. Nous avons entendu la légitimité traditionnelle du Bénin. Du Bénin, oui. Nous avons même écouté le vice-président du Parlement de la CEDEAO, qui est béninois, oui, qui est écœuré de constater que cette CEDEAO n'est ni plus ni moins qu'un syndicat des chefs d'État. Parce que même le Parlement de la CEDEAO, oui, qui est censé parler au nom des peuples, n'est pas consulté et n'est pas au courant de ce qui se passe. Oui. Les injonctions viennent de Paris, oui, et les chefs d'État CEDEAO, cette caisse de résonance exécute. Oui. Mais ils doivent avoir un peu de dignité et de honte. Je ne me
dérangerait pas demain si un d'eux se ressaisissait à lui présenter officiellement mes excuses. Mais tant qu'ils sont dans cette situation-là, je considère que nous sommes en guerre sur tous les fronts. Guerre militaire, guerre diplomatique, guerre verbale, toutes les guerres, elles sont ouvertes entre nous. Jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'ils ont intérêt à choisir le chemin de l'honneur et de la dignité. Ça, c'est extrêmement important. Au peuple nigérien, je crois qu'ils ont tout à gagner en avançant. Je les félicite d'abord, je félicite le peuple qui a prêté main forte au CNSP. Parce qu'après Dieu, la souveraineté appartient au peuple. C'est vrai. J'encourage les Nigériens, je les encourage à persévérer là-dedans. Et je félicite également le président de CNSP d'avoir dit à la mission conjointe d'avant-hier qu'il devait venir de retourner en attendant qu'on vous dise de la mission tripartite là. Tripartite. Oui. C'est un signe de souveraineté. Oui. Le Niger vous appartient. Le Niger vous appartient. Il appartient aux Nigériens. Je suis fier quand ils leur ont dit de retourner. Attendez qu'on vous dise de venir. Entre-temps, ils ont nommé leur Premier ministre. Oui. Ils ont nommé leur gouvernement. Que le Niger, que le CNSP en soit félicité. En soit félicité. Ça ne sera pas facile. Nous allons être attaqués, nous allons être agressés, mais dans cette dynamique, nous gagnerons toujours. Il n'y a pas de recul en arrière. Ça, c'est ce que j'ai dit aux frères nigériens et leur dire de tenir bon. Le premier pas, c'est eux qui le font, ils l'ont fait. Ils doivent continuer là-dedans. Le soutien des Africains, dignes d'être Africains, ne sera pas absent. Nous serons au rendez-vous, Inch'Allah. Inch'Allah bi'iznillah. Ouais, voilà à ce niveau, ce que je vais dire à ce stade. Voilà, toujours sur la situation du Niger là. Vous venez de dire qu'ils viennent quand même de nommer le Premier ministre là. Je pense qu'au même moment aussi, il y a un autre Premier ministre aussi reconnu par la France. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous savez, la France, aujourd'hui, elle doit trembler, elle doit avoir honte quand elle fait ce genre de déclaration. La France doit avoir honte. Et je crois que les gens sont indignés par rapport à certains points. De quel droit la France va reconnaître un Premier ministre? Moi, je crois qu'elle n'a qu'à nommer même un Premier ministre. Au nom du peuple nigérien. Elle n'a qu'à nommer un Premier ministre, voir où est-ce qu'il va servir. Vous savez, il faut que la France sorte un peu de cet orgueil, de cette arrogance. Vous allez reconnaître un Premier ministre et un chef d'État, et puis le Niger vous dit de dégager, vous dites que vous ne partez pas parce que c'est... Mais vous avez vu les Nigériens, vous avez les suspects. Mais la France, je crois qu'aujourd'hui, ils sont traumatisés. Il faut qu'ils comprennent qu'ils resteront seuls dans leur traumatisme et ils ont intérêt à respecter la volonté des Nigériens et à revoir leur façon de collaborer avec le peuple et avec les États. Il n'y a pas de Premier ministre en dehors de celui que le CNSP reconnaît. Il n'existe pas de gouvernement en dehors de celui que le CNSP reconnaît. Et la France n'a pas à infirmer ni à confirmer. Elle n'est pas dans son rôle et rien ne lui a été demandé que de respecter la souveraineté des États. Un point c'est tout. Il faut qu'elle respecte ça si elle veut aller loin, si elle veut aussi s'auto-détruire, parce qu'elle n'a personne pour la défendre aujourd'hui. C'était les Africains qui la défendaient partout, au niveau des Nations Unies, et tout comme sur le terrain de la guerre. Aujourd'hui, les Africains ne sont pas prêts à défendre la France, ils sont prêts à se défendre eux-mêmes. Et contre qui en premier lieu? Contre la France même. Donc elle se ressaisisse et qu'elle se calme. On n'a plus besoin de certains comportements indignes d'une certaine époque. Merci, honorable, pour cet éclairage-là. Cela va nous amener à notre deuxième sujet qui concerne quelle est aujourd'hui l'évolution du retrait de l'aménagement. Je crois que tout se passe très bien. Après Ogosagou, Gundam, ce matin, le camp de Ber sera occupé par les FAMA. Et ça va se poursuivre sur Gao, Tombouctou. Et je crois que ça se passe très bien, ça évolue très bien. Et je remercie vraiment la collaboration très responsable et très positive qui se déroule entre les acteurs concernés sous la coordination et les vigilants du chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, et des structures qui font ce travail à son nom et au nom du Mali. Et je les félicite. En tout cas, jusqu'à ce stade, ça se passe bien. Par contre, là où je permets de dire une chose, c'est qu'au niveau de nos populations, il ne faut pas qu'elles se laissent distraire. Ce matin, j'ai eu à passer un message en langue tamashek. Il ne faut pas qu'ils se laissent distraire. Le Mali est un Mali Koura, est un Mali nouveau. Nous sommes dans une 4e république.
tout ce dont nous avons souffert par le passé, c'est la faute de la France et de sa politique. Nous avons dégagé la France de chez nous. Aujourd'hui, on a demandé à l'administration de nous laisser. Il y a ces séquelles encore et les conséquences de ce qu'ils ont semé chez nous. Je demande aux populations de rester sereines. L'armée, les FAMA, c'est leur armée. C'est leurs enfants qui sont là-dedans. C'est notre pays qui est engagé. Et c'est pour tous les Maliens sans distinction aucune. Qu'ils se calment et qu'ils ignorent tous les messages de psychose, de propagande, de menaces qui circulent dans les réseaux et que chacun va tranquillement à ses affaires. Le Mali, c'est notre Mali à tous, notre armée nationale et notre armée. Nous n'avons pas d'autre armée en dehors de Fama. C'est notre fierté. Et c'est notre fierté aujourd'hui. Aujourd'hui, ils doivent être fiers aujourd'hui que l'armée nationale, composée de nos enfants, dans toute sa mosaïque et sa diversité, vienne occuper ces camps-là pour sécuriser nos populations. Donc, je demande à l'ensemble des populations de prêter main forte, de collaborer avec l'armée, de lui prêter main forte, de la soutenir et de travailler avec elle en toute sincérité. C'est ça la paix, c'est ça la dignité nationale. Nous sommes un peuple avec de grandes histoires, avec beaucoup de dignité et d'honneur. On ne peut pas passer par des raccourcis, des délinquants qui appellent de l'extérieur, qui ne sont même pas ici, pour créer la zizanie, pour sommer la psychose. On ne doit pas écouter ce genre de message. C'est des mercenaires, c'est des aventuriers. Et le peuple doit être très vigilant et écouter les consignes de son chef. Nous ne sommes pas légitimité traditionnelle pour rien. Notre rôle, c'est de cimenter la nation. Nous sommes les fondements de cette nation. Il est de notre devoir de dire aux populations de se calmer et de ne pas écouter les mauvais messagers. Oui, merci, honorable. Je m'en vais rapidement vous poser cette petite question-là, qui est quel serait l'avenir de l'accord après le retrait de la MINUSMA? Parce que je vois aussi l'inquiétude de certains mouvements signataires de l'accord. D'abord, permettez-moi, en tant que signataire de l'accord d'Alger, membre du comité de suivi de l'accord, d'abord, je fais partie des vrais signataires. S'il y a des vrais signataires, c'est bien nous. Parce que c'est moi qui ai signé l'accord en présence de 26 chefs d'État et en présence d'Ibrahim Boubacar Keïta, lui un peu à son nom, plus toutes les institutions du monde entier. Je l'ai signé pour préserver notre pays de la division, des aventures et de tout le reste. Donc aujourd'hui, en ce qui concerne l'accord, il n'y a pas d'autre alternative à l'accord. Il doit maintenir l'ensemble des frères à travailler ensemble pour faire du Mali le Mali du rêve de tous les Maliens. Parce que vous savez, l'accord, il est malien, il n'est pas pour une région quelconque. L'accord concerne de Caille jusqu'à Kidal. Chacun y trouve son compte pour que le Mali se retrouve et que les Maliens se retrouvent. Maintenant, je me réjouis également de voir les frères de la plateforme. Les frères de la plateforme qui, à un moment donné, effectivement, étaient dans des positions qui peuvent paraître, pour ceux qui ne les connaissent pas bien, pour ceux qui ne connaissent pas leurs premiers responsables, ils se sont retrouvés dans des positions plus ou moins incohérentes. Incohérentes par rapport à la cause nationale, par rapport à l'esprit républicain. Donc, je me réjouis aujourd'hui de les voir se retrouver, récupérer la plateforme républicaine, à laquelle j'ai contribué moi-même à la mise en place, récupérer la plateforme républicaine et vraiment la mettre sur sa boussole originale qui est de préserver notre pays, la nation. Je me réjouis et je me félicite de cela. En tout cas, les mouvements de l'inclusivité ne sont jamais sortis de cette posture. Tout à fait. Ils sont restés constants là-dedans depuis que l'accord a été signé le 15 mai. Et Inch'Allah, bi'iznillah, nous n'avons pas d'autre ambition ni alternative que de sauver le Mali, que de bâtir le Mali Koura, que de soutenir les autorités de la transition à bâtir un Mali vraiment dans lequel il fera beau vivre. Un Mali arc-en-ciel, une 4e république vraiment de paix et très épanouie. C'est ça notre vision. Est-ce que cette 4e république a pris en compte les préoccupations de l'accord, les points majeurs de l'accord? Vous savez, avant même l'adoption avant même le référendum, l'accord a été appliqué sur le plan de réforme dans beaucoup de ses dispositions. Par exemple, le découpage territorial. Par exemple, le transfert de compétences et de ressources aux collectivités. Par exemple, des réformes dans le domaine de la justice transitionnelle, la question des cadis qui est en cours. Par exemple, les réformes dans le domaine de la sécurité. Beaucoup de choses ont lié. Maintenant, avec le référendum, ça a parachevé un certain nombre de grandes réformes. Telles que par exemple la mise en place du Sénat, la constitutionnalisation du rôle de légitimité traditionnelle, c'est des choses extrêmement importantes. L'accord a travaillé sur tout ça et bien d'autres aspects dont je ne pourrais pas me souvenir tout à l'heure. En tout cas, il y a des grandes avancées à ce niveau et la 4e République va permettre aujourd'hui de mettre en œuvre tout cela.
de les rendre vraiment tangibles. Et c'est à ça que j'appelle tous les frères. Nous avons un découpage territorial dans lequel chaque population a la possibilité aujourd'hui de s'épanouir chez elle, de travailler pour elle-même, de développer ses projets, d'initier ses projets et programmes et d'aller vraiment dans la construction de son terroir. Et ça, la 4e République le permet. Et je souhaite que tout le monde s'y attelle et qu'on retire vraiment toutes les armes entre les mains des enfants, des jeunes, et que seule l'armée, dans un avenir très proche, soit la seule autorisée à détenir des armes. Parce que la population ne peut pas être armée. C'est dangereux. La population est censée faire du commerce, faire de l'élevage, de l'agriculture, voyager, faire autre chose dans le domaine du développement, pas détenir des armes. Il faut rapidement qu'on arrive à tourner cette page où on a des populations qui pensent qu'elles ont pour rôle de se défendre. Non. Vous devez vous défendre. C'est dans le cadre d'un appel national en cas de graves menaces, un appel national de la nation qui vous dit venez nous aider à défendre la patrie. C'est dans ce seul cadre-là qu'on peut accepter que les populations détiennent des armes et avec un bon encadrement. Sinon, ce qui se passe aujourd'hui est dangereux. Il ne permet pas à notre armée de faire la différence entre les amis et les ennemis. Donc, il faut que les camps soient définis et qu'il n'y ait que deux camps, le camp ami et le camp ennemi. Le travail sera en ce moment très facile. Voilà ce que je vais dire à ce niveau. Ok, d'accord. Et sur ce point, on peut retenir que le chef d'état-major vient de faire un communiqué en disant que seule l'armée malienne est autorisée à porter les armes. Bon, c'est-à-dire que le communiqué, il est fait, mais il est dimensionné, quoi. C'est une réalité. C'est l'armée malienne, en fait, le DDR n'est pas fini. Il y a encore des mouvements au nom de cet accord qui détiennent les armes. C'est pourquoi je dis que, et ceci, ils ont un peu cette exception-là. L'armée connaît leur position, là où ils sont identifiables et identifiés. Et c'est pourquoi je dis qu'il faut aller rapidement à un désarmement. Pour que toutes ces armes également soient reversées aujourd'hui au nom de cet accord. Entre les mains des hommes en armes réguliers qui sous les drapeaux, les couleurs du Mali et qui servent la patrie avec les moyens de l'État. Donc c'est fondamentalement ça. Maintenant, même dans ces cas, les mouvements aujourd'hui n'ont pas le droit à circuler. Les personnes n'ont le droit, même si vous êtes mouvement signataire, vous n'avez pas le droit de circuler avec une arme. Sans aucune autorisation. Les mouvements, vous faites un ordre de mission, vous précisez quelles sont les armes que vous avez sur vous, les moyens roulants dont vous disposez. L'armée sait où est-ce que vous êtes, où vous allez et pourquoi vous êtes en train de vous déplacer. Quand ce n'est pas dans ces cas, ça devient suspect. Ça devient suspect et tout à fait, l'armée a le droit de désarmer ou même de prendre d'autres mesures si cela est nécessaire. Ok, d'accord. On sait que quand même vous êtes visé par les sanctions. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de cette sanction-là? Qu'en est-on avec votre sanction? Vous savez, au moment où, c'était en 2017, quand le Conseil de sécurité, le fameux comité des experts des nations, un matin, on se réveille, RFI, et France 24, les radios de propagande, est en train de crier sur toutes les chaînes Mohamed Ousmane et Mohamedoun sous sanctions, sur la liste des sanctions onusiennes, parce que, en réalité, on venait de créer la coordination des mouvements de l'entente. On a fait un grand congrès à Tinokar et c'était vraiment une menace pour l'agenda français. Une menace pour l'agenda français parce que tout simplement l'agenda français était de maintenir, quoi qu'il arrive, la CEMA en vie. Et la CEMA était devenue une menace pour la CEMA à l'époque. Et c'est une menace pour l'agenda français. Donc, il faut nous dissuader, il faut m'écraser, il faut m'écarter. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais j'avoue que depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a créé. Qu'au lieu de voir la France m'humilier chez moi, parce que je défends mon pays et ma population, j'ai vu Allah subhanahu wa ta'ala l'humilier elle-même en la chassant de mon pays, comme une malpropre. Ça, je remercie Allah pour cela. Donc, ça veut dire tout simplement que nous sommes sur le chemin de la vérité. Celui qui ne nous aime pas, parce qu'on nomme notre pays, le Mali, notre patrie, ne nous aimera jamais. L'Amérique, la France peuvent continuer leurs sanctions sur Mohamed Ousmane. Nous ne changerons jamais de posture quand il s'agit de la dignité du Mali, de son honneur et de la protection de nos populations. Et après, quand d'autres camarades ont été ajoutés sur la liste des sanctions, tels que Oulma Tali et d'autres,
Et après, ils ont pris toute une institution, des institutions pour les sanctionner. Je crois que beaucoup de gens ont commencé à comprendre que la meilleure façon d'être candidat aux sanctions de l'ONU, c'est d'être patriote et aimer ta patrie. Alors dites-leur de se préparer à sanctionner les 22 millions de Maliens parce qu'il n'y a plus de retour possible. Nous allons défendre le Mali, que la France le veuille ou pas. Et elle n'aura de place au Mali que la place que les Maliens lui auront donnée. Voilà ce que je vais dire par rapport à ces sanctions. Merci, honorable. Quel est votre message à l'endroit de la population pour clore quand même cette interview? Encore une fois, c'est de remercier l'ensemble des populations pour avoir répondu à l'appel en faveur du oui pour le référendum. Je leur demande de croire à nos plus hautes autorités. Je demande aux populations du centre, notamment de Bandiagara, de continuer à rester résilients. L'ennemi tentera tout. L'ennemi va nous agresser. L'ennemi va nous faire chanter. L'ennemi tentera tout pour trouver une faille, une fissure. Quoi qu'il arrive, qu'il se souvienne que nous sommes déterminés, fils pour le sacrifice ultime, pour sauver notre pays et le libérer définitivement. Donc toutes ces épreuves-là, soyons résilients. Soutenons nos plus hautes autorités. Soutenons le colonel Assimi Goïta et ses compagnons, quoi qu'il arrive, jusqu'à ce que notre pays soit totalement libéré. Tous ceux qui vont souffrir dans cette guerre qui nous a été imposée sont des shahids. Tous ceux qui vont souffrir là-dedans. Parce que nous défendons notre dignité. Nous défendons notre patrie. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous apporte la paix rapidement. Amen. Ceux qui sont blessés, qu'il leur donne leur santé. Et qu'il préserve notre pays. Qu'il préserve le Niger, le Burkina, la Guinée, qu'il préserve toute l'Afrique. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il injecte un grain de sagesse dans le cœur de ceux qui n'ont pas compris qu'ils sont africains. Et qu'ils ont le sang des Africains qui coule dans leur sang. Et qu'ils doivent en être fiers. Et j'ai fini par réitérer l'appel que j'ai l'habitude de lancer aux armées africaines. Les armées africaines, vous êtes responsables de l'Afrique. Si parmi les chefs d'État, des chefs d'État syndicats de la CEDEAO, il y en a qui continuent de persister à bafouiller, à marcher sur la dignité africaine, vous, armées africaines, déposez-les. Déposez-les et mettez-les en sécurité et sauvez l'Afrique. Je le dis haut et fort. S'il y a encore des syndicats, des chefs d'État qui n'ont pas eu la dignité et le courage de faire leur propre introspection, leur mea culpa, et de revenir dire à leur peuple, Wallahi, vous avez raison, désormais l'orientation sera la vôtre. Nous ferons ce que le peuple veut. Si ces chefs d'État continuent à nier cette option qui est la plus digne, j'invite les armées africaines à les déposer, parce que votre rôle, c'est de protéger l'intégrité et l'indépendance de vos États. Tout à fait. Si vous êtes des armées dignes d'être armées, ce qu'on appelle une armée dont la mission est de préserver l'intégrité de son pays, s'il y a des chefs d'État qui persistent dans cette aventure indigne, il faut les déposer et nous, peuple, on va vous applaudir et vous soutenir. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, que Dieu bénisse l'Afrique. Wa alaikum salam wa barakatuh. Je vous rappelle que Mohamed Ousmane Aga Mohamedine, il est le président de l'AREMA, il est membre du CNT, il est également aussi chef de village dans la région de Tombouctou et président du conseil supérieur de Kel Arazaf Chérifen. Je vous rappelle encore que vraiment il est de la chefferie, c'est un grand fils de la chefferie et ceci met fin aussi à cette interview. Mbalma amba foka awolingando dante folimna amba akila jingafo ani honorable Ousmane Aga Mohamedine analle ko ñongo fe CNT Mamoudou amba foko arema refene président do amba fo fene fami dugti la kadin fene do région Tombouctou région Marakonna la fami conseil supérieur no aliwe wule bonda la bonda mo ko kel zaraf Chérifen na iba ka fo ulo refene ka conseil supérieur président bado amba foka wolingando dante folimna abeni soro anga chaîne YouTube ka vidéo aka partager aka aimer aka be watiore.